Je pense que une des clés, c'est le partenariat. Ça, c'est clair, là. Il ne faut pas se prétendre être des spécialistes dans tout. On travaille étroitement avec eux. On essaie de ne pas faire ce qu'ils font, mais d'y aller en complément. Et puis, c'est comme ça qu'on a bâti Cercovie. Nous autres, le partenariat ici, là, c'est ce qui a une importance vitale. Que ce soit, on a des partenariats beaucoup. Je pense que maintenant, je pense qu'on se rend compte qu'on ne peut pas ne pas travailler ensemble. On n'a pas le choix. Les partenariats s'imposent depuis déjà longtemps à Sherbrooke et à Jonquière, comme dans plusieurs autres centres. Notre exploration révèle que les partenariats deviennent de plus en plus un incontournable pour tous les centres communautaires pour aînés. Dans cette capsule de la série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec, 7 directeurs de centres, dont 4 ont abordé le thème en discussion de groupe, et 3 partenaires abordent le défi des partenariats, autant entre organismes communautaires qu'avec le réseau de la santé et des services sociaux, et même avec d'autres instances de services publics. Aux yeux de tous nos interlocuteurs et interlocutrices, les partenariats entre organismes communautaires sont de première importance, parce qu'ils peuvent générer divers bénéfices. Échange de bons procédés entre organismes, arrimage de services, partage d'expertise, parfois de personnel. À Sherbrooke, on a profité d'un agrandissement du centre de Cercovie pour favoriser une plus grande synergie entre organismes desservant des aînés. Si on prend le Carrefour des aînés ici, où on s'est associé à des partenaires locataires ici dans l'agrandissement, où on a créé une synergie, etc., qui favorise justement l'innovation, la réponse aux nouveaux besoins. Des partenaires de Cercovie dans son Carrefour des aînés nous donnent des exemples de complémentarité issus de cette synergie, des références mutuelles, mais aussi des actions arrimées. Si, par exemple, au niveau des gens qui viennent chercher des services auprès de Cercovie, ils entendent parler ou qui reçoivent par exemple des confidences concernant une situation de maltraitance, ils vont demander à la personne aînée s'ils sont d'accord à ce que Cercovie communique l'information, ou ils vont tout simplement donner la référence de Dira Estrie, et là, la personne va venir chercher l'information directement à nos bureaux. Je fais de l'intervention à domicile. Ça peut arriver parfois que je vais rencontrer des gens qui sont à domicile et qui ne reçoivent aucun service, alors que leurs besoins seraient là. C'est sûr et certain que si, par exemple, je rencontre des gens qui sont isolés socialement, qui ont des besoins au niveau d'aide pour les repas, à ce moment-là, moi, je suis en mesure de pouvoir faire des références ou suggérer fortement à ces gens-là de participer aux activités de Cercovie pour briser l'isolement et aussi de pouvoir obtenir les services au niveau de la papote roulante, par exemple. Donc, c'est vraiment là, au niveau, là, c'est vraiment un support mutuel qu'on peut avoir entre organismes. Une fois ou deux par année, on s'assoit, surtout quand on a les réponses de nos demandes de subvention. On s'assoit ensemble, puis on s'explique un peu nos projets. C'est plus de voir, moi, dans ce projet-là, je dois essayer de trouver rejoindre des personnes à domicile. Mais moi, je ne fais pas la QDR de l'intervention avec des gens à domicile. Mais Cercovie en font via, par exemple, la papote roulante. Alors, comment qu'on peut collaborer ensemble pour qu'on puisse réaliser notre projet qui va être au final bénéfique pour les personnes aînées, bénéfique pour Cercovie, bénéfique pour d'autres organismes. Dans un contexte de carrefour pour aînés ou autrement, le succès des partenariats entre organismes dépend beaucoup du respect des missions et du respect des limites de chaque partenaire. C'est pas pareil dans tous les milieux, même ici en Estrie. Il y a certains milieux qu'il y a une sorte de protection des missions, que c'est très important pour certains des partenaires de sentir que les autres viennent pas travailler dans ce qui, eux, est leur milieu. Fait que ça, je pense avoir une sensibilité à ça. C'est quand on est en mesure de comprendre réellement la mission de chacun et de voir quelles sont les limites d'action de ces gens-là auprès de leur population, auprès des membres qui vont chercher des services ou qui requièrent, dans le fond, leurs services. Autre condition de succès, partager une vision commune et s'accorder des occasions périodiques d'échange. Avoir une vision commune de l'amélioration des conditions de vie des aînés. Première condition. D'avoir toutes les deux cette volonté-là de travailler ensemble.
de collaborer ensemble dans le but d'améliorer les conditions de vie des aînés. Pour moi, ça serait le partenariat gagnant. La deuxième chose, d'établir des règles de fonctionnement. Tout le monde est d'accord, s'asseoir, avoir des réunions au besoin, une fois, 2 fois, 3 fois par année, pour s'assurer que tout va bien. Quand il y a quelque chose qui va moins bien, bien le nommer. Se parler et nommer les choses, mais surtout dans le cadre d'échanges qui soient basés sur la plus grande transparence. Transparence. Si tu racontes des blagues, là, ça n'a pas de sens. Là. Transparence, on explique ce qu'on est capable de faire, puis on dit, vous autres, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Quand 2 organismes est transparent et dit les bonnes choses, bien, il y a des beaux partenariats qui peuvent se mettre en place. Plusieurs insistent aussi sur l'importance d'ancrer les partenariats dans des ententes écrites, qui faciliteront notamment les suivis entre les organismes. S'assurer aussi que toutes les attentes, tout soit par écrit. Quand c'est écrit, souvent on se fie, mais non, ça va de soi. Même dans les petits détails, dans les plus petits des échéanciers, il faut que ça soit compris, accepté et écrit. C'est là on peut s'y référer. Puis oui, le suivi, il sert à ça aussi. On revient à ça. C'est ça, on peut le changer en cours de route avec l'accord des partenaires, mais sinon... C'est pas écrit sur quoi tu peux te le baser. Là. Très souvent, on fait des écrits au début, mais quand le partenariat dure sur quelques années, il y a des éléments qui se perdent et qu'on ne respecte pas et sur lesquels on ne revient pas. Donc, Deuxième, donc, d'où l'importance, je veux dire, des suivis. On parlait tout à l'heure de mécanismes de suivi. Nous, on a mis en place un comité de suivi. Concrètement, plus les rencontres se sont espacées entre les comités de suivi, plus les irritants naissent. Donc, c'est important donc, de maintenir une régularité. Pour Roxane Hamel du Centre d'entraide Hansik Nord, il convient de garder à l'esprit que, même en respectant toutes les conditions de succès, il se peut que certains partenariats entre organismes ne s'avèrent pas concluants. Il y a des fois qu'il faut, en tout cas à mon sens, il y a peut-être des partenariats qu'on n'est pas obligé de maintenir à tout prix. Il faut accepter le divorce. Plusieurs sont d'avis qu'au-delà des bénéfices déjà évoqués, les partenariats entre organismes contribuent aussi à un positionnement favorable auprès de plusieurs bailleurs de fonds, notamment gouvernementaux. C'est devenu une volonté ministérielle que les organismes travaillent ensemble. De plus en plus, ils favorisent le partenariat. On sait que même dans la subvention non récurrente, une demande déposée en partenariat avec un autre organisme est toujours mieux perçue. Mais nonobstant les ententes de services, les subventions non récurrentes, il y a les ententes de services qui, dorénavant, vont privilégier les offres de services en partenariat avec 2 organismes entre eux. Ce qui devient des ententes tripartites, c'est-à-dire le réseau de la santé ou le ministère, dépendant du sujet, puis 2 organismes. Donc, ça devient presque tous, c'est la tendance future. Face à cette nouvelle tendance de partenariat tripartite avec des instances gouvernementales, quelques interlocutrices estiment important que l'autonomie des organismes soit respectée. À leur avis, il est essentiel que les maillages entre organismes s'établissent d'abord et avant tout sur la seule base d'une volonté commune des partenaires communautaires impliqués. Établir des partenariats par obligation, c'est une chose. Établir des partenariats parce qu'il y a un besoin commun, c'est une autre chose, à mon sens. Et puis, parce que on peut être allié. Quand on voit le partenariat avec des alliés, là, c'est intéressant. Les partenariats par obligation, moi, ça m'inquiète. Pour se faire reconnaître et faire respecter sa mission, certains centres valorisent l'inclusion de clauses spécifiques dans des protocoles d'entente. D'autres misent aussi sur des démarches plus collectives de reconnaissance des organismes communautaires. Nous, dans une des ententes, on a fait vraiment écrire textuellement dans le respect de la mission. Et on l'a énoncé en gras. Puis, en tout cas, il y a beaucoup d'évaluations qui se font par rapport à ça. Ça, on l'a mis. Puis, ça a été winner, je trouve. Là, il y a des regroupements qui ont mis en place des outils, vraiment des cadres là, avec des ententes de services, justement pour éviter les pièges. Mais moi, à notre niveau, je vous parlais de chantier santé et services sociaux, c'est que la table de quartier s'est impliquée pour renforcer, si on peut dire, développer les partenariats et les liens. Donc, c'est plus juste l'organisme communautaire
Il y a aussi un appui de sa table de quartier pour éviter aussi les pièges et qu'on soit reconnu comme des partenaires. Il y a eu ce qu'on appelle des salons des ressources qui ont été mis en place dans OCIUS, ce qui fait qu'on a fait connaître nos services. Et je veux dire, les liens qu'on a avec les intervenants sont beaucoup plus personnalisés qu'auparavant. Parce qu'au fond, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche, je ne sais pas si c'est ce que vous recherchez, c'est avoir des intervenants pivots, hein, de vrais liens là, avec l'intervenant qui va nous aider finalement par rapport à des cas. Donc, on sent cette différence-là. Ça fait 3 ans qu'il est en place, ce chantier services sociaux, et je dirais que c'est cette année qu'on commence à avoir des retombées concrètes. Face aux perspectives de partenariat avec des instances gouvernementales, la négociation ne se limite pas à des clauses d'entente. Pour la directrice du centre Le Rendez-vous des aînés de Laval, ça commence d'abord par une bonne réflexion impliquant les acteurs de l'organisme. Premièrement, on ne dit pas oui tout de suite. On dit laissez-nous le temps de vérifier la faisabilité. Et ça prend une rencontre, si possible, du conseil d'administration, de la direction et des membres pour s'assurer que ça mènera pas l'organisme dans un chemin qu'on n'a pas le goût de fréquenter. On peut tout à fait inviter le porte-parole du réseau de la santé, venir expliquer au conseil d'administration en quoi va consister le projet. Et de là, en ayant toutes les informations afférentes à ce projet-là, prendre une décision éclairée en vérifiant les pour et les contre. Parce qu'il y a toujours des pour et il y a toujours des contre. Lucie Gingras observe par ailleurs une récente tendance qui, à son avis, devrait inciter les organismes communautaires à la vigilance dans leurs négociations d'entente avec des partenaires publics. Il y a une tendance là, nouvelle qui dit les organismes communautaires, comme ils sont financés par un PSOC, là, un programme de soutien aux organismes communautaires, ne devraient pas demander des frais d'administration dans un service en particulier parce qu'ils sont déjà financés. Je m'excuse, là, mais tout nouveau projet amène un surplus à l'administration. L'administration est toujours surchargée avec un nouveau projet. Bien que la vigilance soit assez souvent suggérée dans la négociation de partenariat, Rémi Demers de Sherbrooke et plusieurs autres interlocutrices reconnaissent qu'avec le temps, une relation de confiance s'établit permettant aux deux parties d'interagir dans le respect et avec sérénité. Il y a eu une grosse évolution, en tout cas à ce niveau-là, là, je dirais, par rapport au réseau de la santé, en tout cas en ce qui nous concerne. Ici en Estrie, je pense, sans être parfait, on nous connaît beaucoup mieux et je sens qu'on nous respecte davantage. Mais c'est parce qu'en quelque part, je pense qu'on n'a pas peur de le mentionner, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Des fois, il y a une tendance à nous confier même des mandats avec des budgets qui pourraient être ridicules, là. On leur dit simplement, on a le droit de refuser des offres de services. Alors on le fait quand même plusieurs fois. Ça peut être tentant d'aller chercher un montant, mais il faut regarder quelque part le réalisme et le livrable aussi qu'on veut qu'il soit plus qu'acceptable, qu'il soit de qualité, qu'il soit à hauteur de ce qu'on veut offrir. Le réseau de la santé et des services sociaux, c'est définitivement l'interlocuteur public le plus susceptible de s'intéresser à établir des partenariats avec les centres communautaires pour aînés. Mais d'autres instances publiques manifestent aussi un intérêt. Par exemple, le Grand Rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges, couvrant un très grand territoire, valorise la référence vers des partenaires municipaux et ce, dans une approche de partenariat informel. Puis on les réfère aussi beaucoup vers les municipalités. Parce qu'il y a des municipalités, il y a des activités dans chacune des municipalités. Donc, notre objectif, c'est de les informer qu'est-ce qu'il y a, de voir quoi leurs besoins, puis on les réfère. Parce que c'est sûr que je ne peux pas donner des activités sur tout le territoire, ça c'est certain. Il n'y a rien de formel là-dedans. Mais je pense que c'est la beauté, ça, de travailler en partenariat, d'être capable de dire, les gens qui viennent chez moi, c'est pas mes clients juste à moi, là. C'est de dire à un moment donné, il faut accepter de partager puis d'amener ces gens-là à faire une découverte, à découvrir d'autres organismes qui, peut-être qu'ils vont devenir membres de ces organismes-là aussi. Mais dans le fond, mon objectif, moi, c'est de m'assurer que ces gens-là vont trouver réponse à leurs besoins. Dans le cadre de son service d'aide aux aînés victimes de maltraitance, Marie-Christine Floch travaille aussi en partenariat avec des services de police. Un partenariat qui, comme bien d'autres,
s'est solidifié en prenant le temps de s'apprivoiser. Même avec la SQ, on n'aurait jamais pensé de travailler des dossiers comme on travaille présentement avec la SQ. Un partenariat solide. Ils viennent avec nous dans les interventions. On a été tenace aussi là, de dire, ben écoute, moi je pense que c'est important que vous soyez là. Eux ont eu à avoir une expérience de travail avec nous pour voir comment on travaille. Et puis ça dépend des personnes aussi avec lesquelles on travaille. Il y en a qui ont une ouverture sur le communautaire. Là, je parle des agents socio-communautaires avec lesquels on a travaillé. On a été chanceux. La personne qui était avant était ouverte à ça. Puis la personne qu'on a en ce moment est encore plus ouverte à ça. Okay. Donc, ce qui fait que ça nous aide. Là. Quelques centres nous ont aussi parlé de partenariats avec des commissions scolaires et des cégeps qui valorisent leur mission éducative sans discrimination basée sur l'âge. Raymonde Clavet, du Centre des aînés de Jonquière, nous parle de leur partenariat avec leur commission scolaire. À l'heure actuelle, on en a avec le secondaire 5. Où est-ce que, puis le cégep aussi, on a 2 professeurs qui sont disponibilisés pour venir ici faire l'éducation physique. Des profs là, vraiment compétents. Là. Il y a 350 aînés qui viennent faire de l'éducation physique ici. 350 aînés qui viennent 4 fois par semaine. Ils choisissent la journée qu'ils veulent venir. Alors, ils ont le choix entre 4 journées pour venir. Ces 2 profs-là qui sont disponibilisés. Et c'est vraiment l'éducation physique qui est intense pour ceux-là qui sont capables. Ceux-là qui sont moins capables, ils font à leur rythme, à leur niveau. Mais ça nous permet de faire bouger nos aînés. Mais comment s'y prendre pour mettre en place un tel partenariat? Il faut s'asseoir avec la commission scolaire, puis leur demander c'est quoi vos critères. Alors nous autres, ils sont inscrits comme s'ils étaient des étudiants. Quand on les inscrit, ça prend leur baptistère. Ces témoignages nous font réaliser que l'univers des partenariats pour les centres communautaires est assez vaste et que plusieurs de ces partenariats peuvent être gagnant-gagnant s'ils respectent les missions des organismes et la volonté des centres de s'y investir. Rappelons que cette série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec ne cherche pas à présenter des pratiques ou approches incontournables. Notre objectif est simplement d'exposer des témoignages qui pourront inspirer d'autres centres souhaitant explorer le potentiel des partenariats avec d'autres organismes communautaires ou avec divers services publics.